Bonjour, bienvenue dans Politique. Cette semaine, je reçois deux invités. Dans la première partie, c'est Henri Guénaud, plume de Nicolas Sarkozy, conseiller spécial. Dans la deuxième partie de cette émission, je recevrai le socialiste Claude Bartolone, proche de Laurent Fabius. Mais tout de suite, à mes côtés, Henri Guénaud. Bonjour. Bonjour. Alors, un petit portrait de vous. Vous êtes un homme que l'on voit peu, pourtant vous êtes omniprésent. Henri Guénaud, l'homme devenu indispensable à Nicolas Sarkozy, même si ce n'est pas votre voix que l'on entend, c'est par votre plume que le candidat a fait vibrer dans les meetings la France éternelle. C'est aussi par vous qu'il a exalté la mystique républicaine, par vous qu'il s'est réapproprié l'histoire, de Jeanne d'Arc à Blum, Jaurès en passant par Guy Môquet, comme si au fond, au panthéon de l'histoire, tout le monde pouvait se servir. À 50 ans, vous rêvez toujours d'héroïsme, la grandiloquence au bout du stylo, vous avez ravivé la flamme d'une nation qui veut ressusciter les grands mythes. Auteur, compositeur, vous êtes trouvé un interprète, Nicolas Sarkozy. Parmi les tambours et les grosses caisses, vous avez rajouté des violons et de la flûte traversière. Alors, quelle part vous vous attribuez dans la victoire de Nicolas Sarkozy ? Je sais que vous êtes un garçon modeste. Non, c'est pas un problème de modestie, mais je veux dire pratiquement aucune. La victoire est celle du candidat qui porte son projet, qui porte son discours, qui va à la rencontre des Français. Voilà, ça ne peut être la victoire de personne d'autre. Pourtant, un jour, Nicolas Sarkozy a dit à de ses conseillers, vous allez voir, Guénaud va me faire gagner. Oh, d'abord, moi je n'étais pas là, donc je ne sais pas ce qu'il a dit. Et deuxièmement, c'est une phrase à laquelle il faut sans doute pas attacher une importance capitale. Que je l'ai aidé à exprimer ce qu'il avait au fond de lui, sans doute. Mais si je suis venu travailler avec lui, c'est parce qu'il en a eu envie, c'est parce qu'il avait envie d'aller dans une certaine direction, parce que son rapport à l'histoire, à la France, à la République, à la nation était en train de changer. Et il changeait non parce que j'étais là, mais parce que on se rapprochait d'une échéance présidentielle qui ne peut pas laisser indifférent l'homme politique qui se présente. Vous avez fait un peu son éducation historique ? Non, pas du tout. Non, il avait une éducation historique bien avant moi. Il a écrit un livre sur Mandel tout à fait remarquable. Il avait des amis historiens. Je pense à Jean-Michel Gaillard, historien de gauche, qui lui a sûrement parlé de Jaurès et de Blum avant moi. Alors, d'habitude, c'est vrai que les hommes politiques citent la plupart du temps les figures tutélaires de leur camp ou de leur famille politique. Et vous avez cité Blum, Jaurès. Vous auriez pu préférer Barrès, Thiers, Guizot. Finalement, plus c'est gros, plus ça passe. Non, d'abord, moi, je ne sais pas ce que sont les figures tutélaires d'un mouvement politique. Enfin, si, je vois bien aujourd'hui, on peut citer Général de Gaulle, Chaban-Delmas, Pompidou, ou pour les démocrates chrétiens, Jean Monnet ou Robert Schuman. Bon, ça, c'est de l'histoire très, 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 très récente. Pour le reste, on a cité Barrès, d'ailleurs, dans les discours, notamment quand il est allé en Lorraine. Pour le reste, je crois que ni lui, ni moi, ni la plupart de ceux qui se réclament de la droite républicaine ne se reconnaissent une filiation directe avec Thiers ou Guizot, et encore moins avec Laval ou les anti-Dreyfusards du début du siècle, enfin du début du XXe siècle. Voilà, je crois qu'il était nécessaire de casser ces espèces de fausses filiations dans lesquelles on enferme le débat politique, on enferme les gens, et de dire voilà, personne n'est autorisé à décider à notre place de ce que sont nos références. Voilà, Sarkozy. Ça appartient à tout le monde, au panthéon de l'histoire, c'est un peu un libre service. Je veux dire, Jaurès a dit des choses admirables sur l'éducation, sur la nation, même d'ailleurs sur les entreprises. Voilà, Jaurès, c'est quelqu'un de très important dans l'histoire politique française, et quand on se reconnaît dans ce qu'il dit, je ne vois pas pourquoi on s'interdirait d'y faire référence, alors même que les socialistes n'en parlaient pratiquement plus depuis très longtemps. Moi, je suis très content. Ils l'ont pas digéré, les socialistes. Oui, mais il y a plein de choses qu'ils n'ont pas digéré. Mais moi, je suis très content quand un socialiste cite le général de Gaulle, par exemple. Voilà, qu'on nous permette de citer
Daladier, Jaurès ou Blum. Vous savez, cette question qui m'est souvent posée à propos de Blum, je sentais l'héritier du Front populaire, et je réponds toujours la même chose, c'est est-ce que vous êtes contre les congés payés? Moi pas. Voilà, donc je suis héritier comme vous. Relativement consensus. Comme vous, non mais comme vous du Front populaire, beaucoup plus que l'héritier du Comité des Forges dans les années 20. Voilà, l'histoire appartient à tout le monde. L'histoire appartient à tout le monde. Et il y avait derrière cette idée, c'était pas pour embêter le Parti socialiste, c'est simplement que vivons une crise. Le diagnostic de Nicolas Sarkozy, c'est que nous vivons une crise identitaire très, très grave, très profonde, qui a une nécessité de se réapproprier l'idée de nation, de se réapproprier la France, son histoire, son identité. Voilà, c'était au cœur de la campagne. Et de la gauche aussi, d'ailleurs, pour la première fois. Voilà, et d'ailleurs, cette intuition était aussi une intuition partagée par Ségolène Royal, puisqu'elle a remis, essayé de remettre ça à l'honneur, des succès mitigés dans son propre camp. Cela dit, elle a gardé dans cette campagne, ça a été une de ses erreurs, une vision très sectaire de l'histoire et de la nation, parce que quand elle dit l'ancien régime, c'est pas la même chose que la révolution, il y en a un qui doit être condamné, l'autre encensé, quand elle dit cet héritage nous appartient, et François Hollande dit c'est une captation d'héritage quand on parle de Jaurès. Tout ça, derrière ça, il y avait un débat sur l'idée de nation. C'est un candidat qui disait finalement ce qui est notre bien le plus précieux et ce qui nous permet de vivre ensemble, de parler, de nous supporter, et même d'accepter une démocratie. C'est la France et la nation, c'est au-delà des clivages, c'est plus important que ce qui nous sépare. Et puis ceux qui disaient ce qui nous sépare est plus important que ce qui nous rassemble. Voilà, c'était un débat politique. Alors le jour de la passation des pouvoirs, quand Nicolas Sarkozy rend hommage aux résistants fusillés au bois de Boulogne et qu'il fait lire la lettre de Guy Môquet, qui va mourir à 17 ans, c'est quel message qui est envoyé à la jeunesse française? Je crois que c'était d'abord un message d'exemplarité on peut être à 17 ans et demi très courageux, on peut être à 17 ans et demi déjà plus qu'un homme, à 17 ans et demi on peut être un héros, voilà, mais il n'y a pas des héros partout aujourd'hui. C'est un message d'exemplarité, mais aujourd'hui il pourrait aussi, il y a sans doute plein de Guy Môquet en gestation dans la jeunesse française, qui vont sans doute être héroïques d'une autre manière, tout dépendra des circonstances, donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que s'agissant de Guy Môquet, c'est un jeune communiste, en tout cas le fils d'un militant communiste très connu à l'époque, et il ne se bat pas, cela dit, pour le communisme, il se bat pour la France, pour l'idée qu'il se fait de son pays, contre l'occupation et contre le nazisme. Voilà, c'est une espèce là aussi de forme de réconciliation des Français dans leur histoire nationale, et c'est troisièmement une espèce d'image opposée à celle de la repentance, dans laquelle sans arrêt on dénigre l'histoire de France, sans arrêt. Enfin, voilà, c'est opposé à l'idée que tous les Français en 1940 étaient pétainistes. Eh bien non, tous les Français n'étaient pas pétainistes. Et un jeune homme de 17 ans et demi est capable de risquer sa vie. Finalement, Jacques Chirac a revisité les heures sombres de l'histoire avec la colonisation, ou même en 95 le Veldiv. Et finalement, Nicolas Sarkozy, lui, décide de mettre les feux sur la lumière. Mais il ne s'agit pas de refaire une histoire mythique dans laquelle il n'y aurait aucune page sombre, aucun aspect négatif, mais il s'agit de dire que malgré tout ça, nous avons tout lieu d'être fiers de notre histoire, fiers de notre pays, et que retrouver cette fierté nationale et cette fierté d'être français est une nécessité absolue. Un pays qui haïr son pays, c'est se haïr soi-même. On ne construit rien sur la haine des autres, mais rien non plus sur la haine de soi. Et d'ailleurs, la haine de soi est toujours ça, c'est beaucoup dans ces discours. Oui, c'est le commencement de la haine des autres. Donc, si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. Alors, dans le discours du 14 janvier, là où on voit un peu finalement la mue de l'homme Sarkozy, un peu en candidat, puisqu'il est intronisé officiellement, il parle de ses souffrances. C'est un discours très, très intimiste. Alors là, pour le coup, c'est du Guénaud dans le texte ou du Sarkozy dans le texte? C'est du Sarkozy dans le texte. Moi, je m'efface derrière. Vous avez bien mis en musique. Oui, enfin, je contribue, j'ai apporté quelque chose, j'ai contribué à faire sortir des choses qui étaient au fond de lui, et je l'ai fait avec évidemment ma propre énergie, et j'ai
essayé de tirer aussi de moi de tout ce que je pouvais. Et sur ses souffrances personnelles, par exemple, c'est lui qui l'écrit, c'est lui qui rajoute, c'est comment ça se passe? C'est le fruit de conversations, voilà, où il exprime un certain nombre de choses. Moi, j'essaye de mettre en forme. De temps en temps, c'est lui qui propose la formule, et puis je lui propose, je lui soumets, et puis il réécrit, puis ça revient. Enfin voilà, ça a été une espèce d'échange de 14. Mais c'est pas un problème de non, mais quand il dit ça, j'en veux pas, ça, je suis pas d'accord. Par exemple, vous aviez proposé Marie Curie, il a répondu, elle a rien à faire là. Bon, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, mais il a eu un doute effectivement, sur la raison de sa présence dans ce truc, et il a préféré finalement qu'on mette d'autres figures. Voilà, je continue de penser que c'était une très belle figure pour ce qu'on voulait dire, mais voilà, c'était chaud, mais ça c'était anecdotique d'une certaine manière. Il y avait des choses plus profondes. Moi, c'est une histoire connue, mais il proposé fils d'immigrés, enfant d'immigrés, il a préféré enfant au sang mêlé, par exemple, petit français au sang mêlé, ce qui venait de lui, mais c'était bon. La proposition, elle servait aussi à l'obliger à aller au fond de lui, puisque on avait fait ce choix ensemble le 14 janvier que ce soit ce discours soit un moment de sincérité et de vérité personnelle, puisqu'après tout c'est la rencontre d'un homme et d'un peuple. Il faut que cet homme dise la vérité sur lui-même, ce que personne au fond n'avait jamais fait devant 80 000 personnes. En général, ne faites pas un discours de cette nature. Il l'a fait, c'était un très gros risque, et il fallait aller au bout de ce Est-ce que vous êtes trahi parfois? C'est-à-dire est-ce que vous avez eu l'impression de vous trahir vous-même? Jamais. D'écrire des choses que vous ne pensiez pas forcément? Jamais. Non, mais on peut avoir des différences, des divergences sur une partie des choses, mais me trahir au sens où j'aurais eu l'impression d'écrire des choses en contradiction avec mes valeurs profondes, jamais. Ouais. Jamais, sinon je n'aurais tout simplement arrêté. Voilà. Est-ce qu'on peut finalement concilier France éternelle et le pragmatisme, la culture du résultat de Nicolas Sarkozy? D'abord, ce constat a été très peu employé. C'est pas l'expression la plus, peut-être la plus heureuse. La France existe, enfin depuis pas toujours, mais depuis très longtemps dans l'histoire. Elle existera sans doute encore après nous, malgré les vicissitudes de l'histoire. Mais moi, je ne pense pas, et il n'a jamais éprouvé le besoin dans ses discours, d'ailleurs, de dire ça, qu'elle est intangible, immobile, qu'elle ne change jamais. La France change tout le temps, et en même temps, il y a un fil directeur de l'histoire de France, il y a une identité qui court dans l'histoire de France, à laquelle chaque génération chacun apporte sa contribution, mais voilà, il y a un fil directeur dans cette histoire. Donc c'est parfaitement compatible avec le pragmatisme. Et vous savez, le général de Gaulle en avait finalement une très bonne définition du pragmatisme en politique. Il disait la politique, elle doit partir des réalités. Voilà. Et une des réalités dont doit partir la politique, c'est la réalité nationale. C'est-à-dire que les peuples ont une personnalité, une identité, ils ont hérité d'un certain nombre de choses. Pompidou disait aussi, c'est pas une page blanche. Hein, un pays n'est pas une page blanche. Vous ne pouvez pas écrire ce que vous voulez sur une page blanche. Vous avez déjà une histoire, vous avez déjà des mentalités, des structures mentales, une façon de voir le monde, une culture. Et il faut partir de là, sinon vous échouez. Mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage quand même entre la grandiloquence quand Nicolas Sarkozy... Non, mais disons, voilà, vous faites vibrer l'âme de la France, et puis son côté, éloquence, pardon, et son côté un peu showbiz finalement. Est-ce qu'on peut, faire vibrer cette âme de la France et fréquenter Jean-Marie Bigard? Heureusement qu'on peut fréquenter qui on veut, les gens avec lesquels on est lié d'amitié. Oui, quand on est non, mais quand on est encore heureux, croire que le président de la République puisse avoir les amis qu'il veut. Vous savez, Georges Pompidou, c'est un homme de culture, de tradition, d'histoire et de modernité. Venait à Matignon quand il était Premier ministre en Porsche. Et ça ne changeait rien à ce qu'était fondamentalement Georges Pompidou, c'est-à-dire l'incarnation d'une culture française, de la dignité de l'État, etc. Donc, alors, a fortiori, là, il ne s'agit pas d'une voiture, il s'agit de gens avec lesquels il a des liens d'amitié. Et heureusement qu'un président de la République, en dehors de l'exercice de ses fonctions, peut avoir, avec des gens parfaitement honorables, qui n'ont tué personne, qui n'ont volé personne, une des relations normales, d'amitié, d'affection. Enfin, je ne comprends pas ce débat, moi. Vous étiez la plume de Chirac en 95, c'est la fracture sociale, vous l'avez aussi mise en musique, comme vous avez mis en musique la rupture. Est-ce que Nicolas Sarkozy va pouvoir honorer toutes ses promesses?
de campagne? Alors d'abord, je crois pas que le problème ce soit celui des promesses, mais de la promesse. C'est-à-dire que dans une campagne présidentielle, dans un discours politique présidentiel, il y a une forme de promesse, hein, une manière, c'est remettre le pays sur pied. Voilà, une façon de gouverner, une façon d'être, une façon de faire de la politique, une idée de la France, de la nation, etc. Et c'est cette promesse-là qui doit être tenue, parce que les promesses, oui, les promesses seront tenues au sens des mesures, mais quand bien même vous avez mis en œuvre toutes les mesures que vous aviez, sur lesquelles vous étiez engagé, ça ne suffit pas à tenir forcément la promesse de la campagne, parce que François Mitterrand a fait la moitié des 110 propositions après 81, qu'il a tenu la moitié de ses engagements. En réalité, on le sait bien, les Français ont considéré que les engagements, l'espoir que la gauche avait fait naître en 81 n'avait pas été tenu. Ce qui ne veut pas dire que tout était... Il avait, encore une fois, fait à peu près la moitié de ses propositions. Mais vous allez veiller tout ça Quel est votre rôle, finalement, auprès de lui, maintenant qu'il est... Le rôle tel qu'il l'a défini, tel qu'il me l'a assigné, c'est de veiller autant que possible à ce que la promesse de la campagne soit tenue. Voilà, ce qu'elle soit mise en œuvre, qu'on ne recommence pas ce qu'on a pu faire par le passé, c'est-à-dire considérer que finalement, au lendemain des élections, on pouvait faire exactement le contraire de ce qu'on avait dit qu'on ferait la veille. Alors lui, il est très convaincu, très engagé. Moi, c'est pour ça que je continue à travailler avec lui. C'est pour ça que j'ai fait cette campagne. Et il est bien décidé à le faire. Ça se fait pas tout seul. Donc moi et d'autres, on va essayer de l'aider à ce que tout ça s'accomplisse. Vous avez été déçu par Jacques Chirac. Est-ce que vous pensez que vous serez déçu par Nicolas Sarkozy? Mais si je pensais d'avance que je serais déçu, je serais déjà parti. Voilà. Et c'est un président qui a dit, il nous reste peu de temps, donc assez vite, qui a dit qu'il ne se laisserait pas enfermer à l'Élysée, que ce serait on le voit déjà, il sort beaucoup. Est-ce que ça va continuer ou il va être finalement pris par les sommets? J'espère que ça va continuer. Alors, il y a évidemment une pression de la fonction présidentielle, mais en même temps, j'espère que ça va continuer parce que l'enfermement est la chose la plus terrible qui soit pour un président de la République. Merci Henri Guénaud, merci d'être venu sur le plateau de Politique. Merci de m'avoir invité. Et bon courage à vous. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec Claude Barthelone, un socialiste proche de Laurent Fabius. À tout de suite, après le journal. Retour sur le plateau de Politique avec notre deuxième invité, Claude Barthelone. Bonsoir et merci d'être là. Alors, quelques mots pour vous présenter. Bartho, comme on vous appelle au PS, député de Seine-Saint-Denis. Vous êtes l'homme clé de la Fabusie, en clair un proche de Laurent Fabius, le candidat malheureux aux primaires du Parti socialiste qui désignait celui ou celle qui porterait les couleurs de votre parti dans la course à la présidentielle. Pourtant, on vous dit plus enthousiaste, plus chaleureux que votre ami de 30 ans, plutôt réservé, posé et prudent. C'est vous qui avez joué un rôle important dans la décision de Laurent Fabius de se prononcer contre la Constitution européenne et ainsi de se repositionner un peu plus à gauche. Alors c'est un peu la tragédie pour le Parti socialiste. C'est la troisième fois que vous perdez, consécutive, que vous perdez une élection présidentielle. Et puis là, 2 coups durs, donc l'échec de Ségolène Royal et puis la prise de guerre de Nicolas Sarkozy avec des proches au Parti socialiste, donc Bernard Kouchner, Éric Besson, Jean-Pierre Jouyet. Comment est l'ambiance au PS? C'est sauf qui peut? C'est jamais agréable de subir une défaite. Donc je crois que nous allons avoir, je l'espère, l'intelligence collective d'enfin nous interroger sur nos défaites comme sur nos victoires. Parce que moi je pense que si nous avons connu ce moment terrible, et pas pour les socialistes, surtout pour ceux que nous voulons représenter, ceux qui risquent, hélas, d'avoir à subir la politique sociale de ce nouveau gouvernement, c'est d'essayer de savoir ce qui est réellement arrivé. Alors est-ce que c'est l'échec de Ségolène Royal ou est-ce que c'est l'échec du Parti socialiste? Il y a des deux. Moi, je crois que nous avons d'abord une responsabilité collective, c'est de ne pas nous être interrogés sur ce qui a été réellement les causes de l'échec de 2002.
On a voulu faire croire que c'était Taubira et Chevènement qui, ayant été candidats, n'ont pas permis à Jospin d'être au deuxième tour, ou de dire les électeurs n'étaient pas là alors que Jospin était là, alors que ça méritait une véritable étude pour savoir pourquoi des gens de gauche ne venaient pas voter et ne s'intéressaient pas à ce que nous avions à dire à l'époque ou à ne pas dire. Et puis je pense que nous avons fait l'erreur de considérer au lendemain des cantonales, régionales, européennes, au lendemain du non à la Constitution qui marquait quand même une vraie expression d'un non de gauche, que finalement il suffisait de désigner un candidat, quel qu'il soit, et que tout allait rouler. Et voilà, je pense que c'est cela. Il y a eu à la fois cette responsabilité collective, une responsabilité particulière de François Hollande qui a dû se dire au lendemain de l'élection de Zapatero en Espagne qu'il pouvait peut-être lui aussi être candidat, et il a peut-être géré un agenda plus en fonction de son agenda que de l'agenda collectif. Donc il y a pas une. Je pense que ce serait une erreur actuellement de dire voilà, il y a une responsabilité. Oui, votre analyse à vous, votre analyse personnelle, est-ce que vous pensez par exemple que si ça avait été votre ami Laurent Fabius qui avait été désigné, est-ce que les choses auraient été autrement? Alors, c'est difficile de répondre à une question comme celle-là. Comment commenter quelque chose qui n'est pas arrivé? Alors, je vais essayer d'être politique sur la réponse que je vous apporte. Je crois qu'avec Laurent Fabius, nous aurions fait une toute autre campagne, plus axée sur la question sociale. Sur la question sociale. Et je pense que dans ce pays où tous les thèmes étaient à gauche dans le cadre de cette campagne électorale, regardez, c'est assez extraordinaire. Sarkozy, le nom qu'il a le plus cité en tant comme d'histoire au cours de cette campagne, c'est Jean Jaurès. Et un discours près de 20 fois. Moi, ce n'est pas une question de digérer. C'est une question d'essayer de comprendre. Et ma thèse, c'est qu'il y avait réellement sur les questions de la mondialisation, de l'Europe, du travail, de la santé, de l'environnement, un centre de gravité qui était beaucoup plus à gauche qu'au moment de la dernière élection présidentielle, où l'on ne parlait que sécurité. Et je suis sûr qu'avec un candidat comme Fabius, nous aurions été positionnés sur ce centre de gravité. Après, pour le reste, je ne suis pas Madame Irma. Mais est-ce que finalement, le logiciel des Français n'a pas un peu basculé à droite? Est-ce quand on dit qu'il y a une droitisation de la société, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je n'y crois pas un seul instant. Je pense qu'avec l'affaiblissement des idéologies en particulier, les Français ont pris l'habitude de répondre à chaque élection à la question qui leur est posée. Au moment des cantonales et régionales, ils ne supportaient plus les mesures prises par le gouvernement Raffarin, notamment qui touchaient la fiscalité ou les retraites, et ils ont voté à gauche comme un bouclier social, un outil de résistance sociale. Au moment des élections européennes, ils ont voté à gauche parce qu'ils avaient le sentiment que leur vote n'était pas entendu par le président de la République, Jacques Chirac. Et au moment de la Constitution européenne, c'est une date pour moi qui compte beaucoup, c'est que l'on a pu se rendre compte que sur une question qui touche à l'Europe, les Français se sont passionnés pour ce débat. Il n'y avait pas une réunion de famille, une réunion sociale où on ne parlait pas de la Constitution européenne. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de dire que finalement ce sont les militants socialistes qui se sont trompés en désignant Ségolène Royal? Non, je crois qu'ils l'ont désigné. Si, je peux peut-être finir d'un mot. Et donc, vous voyez, avec l'affaiblissement des idéologies, je pense que nous sommes rentrés dans un comportement zapping des électeurs. Je réponds à la question qui m'est posée. Et je crois que pour un certain nombre d'entre eux, ils ont trouvé plus sécurisante la campagne de Nicolas Sarkozy que la campagne de Ségolène Royal et des socialistes. Mais de là à dire que les électeurs qui ont voté pour Sarkozy ont voté pour lui, pour le bouclier fiscal, pour la suppression de la carte scolaire, pour l'établissement d'une franchise en termes de santé, pour la suppression de la loi SRU qui empêcherait la construction de logements sociaux, je n'y crois pas un seul instant. Mais est-ce qu'ils ont été meilleurs que vous? Ah, bien sûr. Ils ont été meilleurs que nous, notamment sur 2 points où l'on réclame généralement depuis des années aux socialistes d'abdiquer. D'abord, sur le parti en tant que tel. Regardez un moment où on nous dit les partis c'est dépassé. Sarkozy a fait avec l'UMP un parti de conquête du pouvoir. Un parti à la dévotion du chef, du candidat, et je crois que c'est un élément que nous aurons à avoir à l'esprit pour la suite. Et 2, alors que l'on nous sommait depuis des années d'arrêter avec l'idéologie, jamais
un candidat de droite n'avait autant assumé une idéologie, et notamment entre les deux tours, sans aucun compromis. Et je crois que nous devons avoir cela à l'esprit, alors que nous avons fait une campagne qui était plus posée sur des questions sociétales que sur des questions idéologiques. Citez-moi les erreurs qu'a faites Ségolène Royal. Parce que quand même, Claude Barthelone, vous étiez, vous, au QG de campagne, et vous avez claqué la porte. Qu'est-ce qui vous a déplu? Alors, sur un point qui relève de l'idéologie, je n'ai pas compris que l'on puisse, en quelques jours de distance, passer de la distribution de tracts qui décrivait Bayrou comme l'autre visage de la droite, à en venir à une proposition d'accord avec l'UDF et d'envisager même Bayrou comme Premier ministre, sans expliquer sur quel point nous avions trouvé un terrain d'entente. Vous voyez, c'est un petit peu la même remarque que je fais sur les ministres de gauche qui sont rentrés dans ce gouvernement. Moi, je ne suis pas pour l'étanchéité totale. S'il doit y avoir des points où l'on est capable de dire, voilà, je suis en accord avec telle organisation politique ou tel leader. Je suis en accord parce que nous avons dépassé nos oppositions sur la question des retraites, sur la question du travail. Bien entendu qu'il faut passer du discours aux actes. Mais d'un seul coup, donner l'impression que tout nous sépare et que malgré ça, on bricole un accord électoral simplement pour avoir le pouvoir, non, c'est pas dans ma culture et j'ai préféré, sur la pointe des pieds, sans rien dire, m'écarter de la campagne. Sans esclandre comme Éric Besson, vous êtes parti sur la pointe des pieds. D'abord, c'était totalement différent. Moi, c'est pas une question. Mais pourquoi jamais de clash finalement? Est-ce que finalement c'est pas ça le problème des socialistes? C'est que finalement vous n'osez jamais rentrer dans la porte et dire maintenant on met à plat ce qui va pas. C'est jamais le moment. Là, c'était en pleine présidentielle. Après, c'est les législatives. Est-ce que finalement vous ne repoussez pas en permanence ce besoin, cette mue dont vous avez besoin et cet aggiornamento? Mais la mue et l'aggiornamento, ils ont été faits depuis très longtemps. Ils ont été faits depuis très longtemps. Vous savez, regardez, il n'y a plus un socialiste. Des fois, j'entends dire social-démocratie. Mais quel est celui des socialistes qui veut parler de l'économie administrée? Personne. Quel est celui qui ne conçoit pas que nous sommes confrontés au capitalisme? Personne. Mais nous sommes, en tant que socialistes et en tant qu'hommes de gauche, et ça nous fait la différence avec la droite, nous sommes différents de la droite style Sarkozy qui dit bon, le capitalisme est là, il faut l'accepter, il n'y a rien à faire. Nous sommes différents de l'UDF qui dit bon, le capitalisme est là, il faut être charitable avec ceux qui souffrent. Nous pensons qu'il faut un État régulateur pour fixer des règles du jeu, pour être capable de dire voilà ce qui relève de la marchandisation et voilà ce qui relève de l'intervention de l'État. Et ça, nous l'avons fait régulièrement. Mais à un moment donné, pourquoi moi je refuse de claquer la porte? C'est qu'au-delà d'une élection, ce n'est pas du Parti socialiste dont il s'agit. C'est des femmes, des hommes que nous voulons représenter, qui nous demandent de porter un message. Et quel est l'intérêt pour ceux qui ont besoin de la gauche pour agir ou pour les protéger que de dire d'un seul coup je claque la porte? Non, il est le temps et il viendra le moment où nous aurons à nous expliquer sur les différences que nous avons les uns et les autres, sur les alliances ou sur le comportement politique. Mais à un moment donné, ce que j'ai au cœur de mon militantisme, ce sont les gens que je veux représenter. Qui va garder Ségolène Royal son leadership ou qui peut le prendre aujourd'hui? Est-ce que d'après vous, par exemple, François Hollande a fait son temps à la tête du Vous voyez, PS? si nous rentrons dans les élections législatives... Non, mais je vais vous le dire. D'abord, vous voyez, moi je sais ce que représenterait une opposition réduite aux acquêts à l'Assemblée nationale. Regardez, c'est parce que l'Assemblée nationale a été forte qu'il y a encore aujourd'hui l'ISF, que nous n'avons pas le CPE, que Gaz de France est encore dans le public, qu'il y a encore une loi pour permettre la construction de logements sociaux. Donc, pour le moment, ce qui est important pour ces élections législatives, c'est de montrer le rassemblement des socialistes pour être à minima une force d'opposition qui permet de protéger, et si les Français en choisissent autrement, une force d'action pour gouverner. Oui, mais vous ne répondez pas à ma question. Alors, j'y viens. Je ne pouvais pas vous le dire comme au début de notre échange, nous ne nous sommes pas assez interrogés sur les raisons qui nous ont amenés à connaître des échecs comme des réussites, et ce temps va venir. Mais pourquoi je suis attentif en vous disant cela? C'est que vous voyez bien qu'en dehors du Parti socialiste à gauche, il n'existe plus rien. Et donc, nous devons avoir ce débat
en mettant toutes les conditions d'un échange vrai à fond, mais qui permettent de vivre ensemble. Oui, mais d'accord, mais le problème du PS, est-ce que vous allez retomber dans ces querelles byzantines qui ont fait toute la tragédie du PS, ou au contraire, vers quoi on va aller? Est-ce que c'est Laurent Fabius qui va prendre le pouvoir, c'est-à-dire à la tête du PS, qui va le réclamer? Est-ce que Ségolène Royal veut garder son leadership? Est-ce que ça va être le modèle de recomposition du PS? C'est la social-démocratie incarnée par DSK. C'est quoi le programme? Alors, je crois que, vous voyez, si l'on confond tout de suite la question de la personnalité et du programme, on est cuit. Non, c'est des idées, c'est des hommes qui incarnent des idées. Je vais essayer de décrypter pour les téléspectateurs qui nous regardent. D'abord, il faut que l'on puisse aller au bout de savoir ce qu'est la tradition socialiste et la tradition social-démocrate. Parce que je dois vous dire que même moi, aujourd'hui, je m'y perds quelquefois. En dehors d'entendre comme traduction que les sociaux-démocrates seraient ceux qui voudraient faire l'alliance avec Bayrou, je ne sais plus exactement où nous en sommes. Parce que l'économie de marché, tout le monde la reconnaît. Oui, mais justement, je pense que si l'on devait donner cette interprétation, l'on tomberait beaucoup plus dans une caricature d'arrière-cuisine électorale, beaucoup plus que sur une vision de ce qu'est la gauche. Et moi, je vous le dis, je souhaite que nous soyons mobilisés pour dire, voilà, qu'est-ce que c'est que la gauche d'un nouveau monde? Parce que nous sommes rentrés dans un nouveau monde. Donc je pense qu'avant de rentrer dans les caricatures ou les slogans social-démocratie, socialiste, etc., c'est quelle réponse nous voulons apporter dans un monde, dans une France où la démographie s'inverse. Et du coup, la solidarité doit être une solidarité qui ramène à l'emploi plutôt qu'une solidarité qui sorte un certain nombre de salariés de l'emploi parce que la sidérurgie disparaît, parce que les nouvelles technologies ne sont pas encore apparues. Qu'est-ce que c'est qu'un État qui intervient sur la question du réchauffement climatique? Comment il donne une chance à toutes les entreprises innovantes sur la question de l'économie, d'énergie et de l'environnement? Qu'est-ce que c'est qu'une position des socialistes dans le cadre du débat au sein de l'internationale socialiste pour montrer que l'Europe peut avoir quelque chose à dire autre que la mondialisation libérale et que le discours des fonds de pension américains. Vous voyez? Donc je crois que ce sont sur ces questions-là que nous aurons à juger. Et qui incarne ça aujourd'hui? Quelle est la personne? Parce que souvent on dit que ce n'est pas une question de personne, mais si, aujourd'hui au PS, on est face à 3 personnalités, 3 idéologies, 3 projets. Alors je ne suis pas sûr que ce soit aussi caricatural que cela. Il y a des approches différentes, il y a ceux qui ont donné l'impression qu'il fallait plus ancrer notre campagne sur l'opposition frontale à la droite et sur la question sociale, c'est Fabius. Il y a une candidature comme celle de Dominique Strauss-Kahn qui donnait plutôt l'impression de vouloir rentrer dans la moyenne des autres pays européens, l'Allemagne, ce qui est quand même une difficulté parce que quand on voit ce qu'est la gauche en Allemagne aujourd'hui, en Suède, ou même la crise qu'il traverse en Angleterre, nous avons intérêt, y compris à nous poser la question de savoir ce que sont les modèles auxquels nous nous référons. Donc ça ne peut pas être un modèle de recomposition, la social-démocratie en France, au PS? Je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui. Je vous le dis franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire, et du coup, je pense qu'il faut avoir une gauche ce qui est débat. à gauche, alors. C'est une gauche qui est à gauche. Ah, bien sûr, c'est une gauche qui est à gauche, vous savez. Mais qui n'aurait pas muté, qui n'aurait pas un peu à la Tony Blair, mais plus comment moderne. Elle n'a pas muté? Regardez, sur tous les sujets, elle a muté. Sur tous les sujets. La question centrale, et c'est là où moi je ne voudrais pas que mutation aboutisse à une disparition. Pourquoi? Parce que la question qui est celle de la gauche, c'est de savoir comment elle peut finalement être porteuse d'un modèle alternatif par rapport à la mondialisation financière qui est en place actuellement. Et je vous le dis, les Français ont une responsabilité particulière parce qu'il n'y a pas un pays européen où ce modèle pour le moment donne des résultats. Tony Blair, s'il quitte le gouvernement, c'est pas pour rien. C'est parce il a passé 10 ans. Hein, donc mais il a passé 10 ans et il se rend compte que les conservateurs, sur un modèle très sécuritaire, sont en train de marquer des points. Alors, on sait très vite, il nous reste 30 secondes. Quel est le programme au PS? Que va-t-il se passer? Bon, le législatif, vous attendez quand même un peu à une déroute, faut être honnête. Mais là aussi, vous voyez, je crois que ça va dépendre de nous pour faire comprendre aux électeurs que nous avons entendu leur choix. Et il était sans appel de dire Nicolas Sarkozy corresponde plus aux critères que nous avons en tête d'un président de la République. Mais je ne suis pas certain que tous les choix économiques, fiscaux, européens de Sarkozy sont ceux
que souhaitent les Français. Donc il faut que nous développions notre plateforme pour leur donner envie d'une gauche qui agit et d'une gauche qui protège. Et pas sur la base du pacte républicain de Ségolène Royal. Mais vous voyez, c'est là où il faut démontrer aux Français que nous les avons entendus. Nous avons été battus. Donc à la fois, il faut qu'il y ait les éléments que contenait ce pacte présidentiel, mais aussi des preuves que nous avons entendu le bruit de notre défaite. Merci Claude Bartolone et bon courage pour la campagne des législatives qui a commencé. Merci et à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine dans Politique avec de nouveaux invités. Merci, au revoir.